Bonjour à toutes et à tous, ce matin nous allons changer votre regard sur un monde qui ne se dévoile que très rarement, celui des funérailles. Avec vous David Mtanios, merci d'être avec nous. Vous êtes conseiller funéraire au pôle funéraire public de la métropole de Lyon. Ce sont les premières pompes funèbres du département du Rhône à être certifiées NF AFNOR, mais aussi à développer des projets de funérailles écologiques. Et c'est ce qu'on va développer ensemble tout de suite. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour David, merci d'avoir Bonjour. accepté notre invitation. Vous êtes donc conseiller funéraire au pôle funéraire public de la métropole de Lyon, un métier que l'on met très peu dans la lumière et c'est pour cela que Absolument. ce matin, on était ravis de préparer cette émission avec vous pour présenter ce métier. Comment vous êtes devenu conseiller funéraire ? Alors, il y a une partie un peu de hasard, mais il y a surtout aussi une envie. J'avais envie d'aider les gens, j'avais envie d'apporter mon soutien. Moi, je suis une personne qui aime accompagner et aider. Et donc, en quittant la région lyonnaise, eh ben, tout à fait par hasard, je me suis présenté dans une pompe funèbre et on m'a proposé un poste de porteur funéraire. Donc j'ai commencé en tant que porteur funéraire et après je suis monté un petit peu en compétence en devenant maître de cérémonie. Donc le maître de cérémonie, c'est celui qui orchestre les funérailles et qui accompagne les familles aux différentes étapes de mise en bière, de cérémonie religieuse et d'inhumation ou crémation. Et à l'issue, je suis devenu conseiller funéraire, donc j'ai passé un diplôme. C'est un diplôme qui est reconnu par l'État. On est obligé de passer un diplôme pour pouvoir soit recevoir des familles en tant que conseiller funéraire, soit en tant que dirigeant de pompe funèbre. Et quel est votre quotidien au sein de ce pôle funéraire public de la métropole de Lyon ? Alors mon quotidien aujourd'hui, comment ça se passe ? On a des familles qui peuvent nous téléphoner directement ou qui font des demandes via l'Internet, parce que c'est souvent aussi comme ça que ça se passe aujourd'hui en 2023, qui ont par exemple perdu une personne de leur famille et elles vont faire appel à nos pompes funèbres pour organiser le transport de corps et l'emmener à notre champ funéraire. Également l'organisation des funérailles, un accompagnement du conseil, parce qu'il y a des familles qui connaissent le fonctionnement, malheureusement, parce qu'elles ont déjà vécu un deuil. Et là, elles passent directement par nous et on les accompagne, on les aide et on organise leurs funérailles en respectant, bien entendu, les volontés du défunt. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier au quotidien ? L'organisation. C'est bien que ce soit bien ficelé. Oui, ça fait partie un petit peu de mon tempérament. Moi, j'aime bien les choses droites. Je suis dans l'événementiel aussi, donc il y a un lien quelque part, parce que c'est entre guillemets un événement qu'on va mettre en place. Une cérémonie religieuse ou une cérémonie civile, ça s'écrit, ça s'analyse, on étudie un petit peu qu'est-ce qu'on va mettre comme fond de musique, quelques textes, des poésies, des prières en fonction des choix de la famille. Et moi, j'aime bien pouvoir organiser, aider les familles à faire leurs choix, leur donner plusieurs possibilités, et puis après, elles disposent en fonction de leurs envies, de leur budget aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce côté-là. Bien sûr. Alors justement, puisque vous parlez de budget, vous êtes au sein d'un pôle funéraire public, c'est important de le souligner. C'est quoi la différence finalement si l'on compare cette activité-là aux autres pompes funèbres qui sont privées ? Tout à fait. Alors, nous, par exemple, le pôle funéraire public, nous avons des actionnaires qui sont derrière, qu'on appelle des élus. On a un conseil administratif qui va veiller sur la tarification, sur notre métier, sur les produits proposés, sur la façon comment on va traiter les funérailles. Donc, si vous voulez, les élus sont derrière nous pour s'assurer qu'on reste quand même accessible et qu'on soit public. Voilà, accessible pour celles et ceux qui ont parfois des difficultés de financement des funérailles de leurs proches. Exactement, tout à fait. On a les villes comme Villeurbanne ou Lyon qui nous font confiance pour nous occuper des funérailles de personnes dépourvues de ressources. Donc on s'occupe également de ces défunts qui méritent bien évidemment qu'on les traite de la même manière que des funérailles classiques. Bien sûr, ce sont les premières pompes funèbres du département du Rhône à être certifiées NF AFNOR. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça garantit aux familles que vous accueillez ? Alors déjà, cette certification permet de montrer aux familles lyonnaises que ça leur permet d'avoir une garantie de la qualité, du respect déjà
par rapport à l'organisation des funérailles, l'anonymat aussi, la discrétion, et c'est vraiment une garantie de qualité. Voilà, les familles, ça leur permet de voir, de se dire, bah voilà, c'est certifié, et c'est vraiment mis bout à bout par rapport au terrain, c'est-à-dire la façon comment va être fait la cérémonie, comment les porteurs vont se tenir, comment les conseillers vont accueillir les familles. Il y a tout un protocole, un cahier des charges en fait, exactement, qui permet d'avoir cette certification. Voilà, la transparence des prix, la transparence dans notre discours, pas faire de vente forcée, c'est très structuré et c'est très très vague. Par ailleurs, ce pôle funéraire public donc de la métropole de Lyon a lancé plusieurs projets funéraires écologiques. Comme chaque vendredi dans cette émission, vous êtes formidable, on parle d'environnement, d'écologie. C'est un sujet très important, sérieux pour les pompes funèbres. Quelles sont les solutions que vous proposez ? Alors, je vais vous le dire un petit peu en avant-première. On va créer une nouvelle gamme, ça y est, elle commence déjà à être créée, qui s'appelle Naturalis 2024, qui va donc naître à partir du 1er janvier. C'est proposé aux familles qui ont une sensibilité sur la partie écolo, une empreinte carbone à 145 kg. Aujourd'hui, quand vous voulez inhumer une personne, dans des conditions classiques au cimetière, avec un monument, c'est une empreinte carbone assez importante. Là, on a trouvé un système de façon que le cercueil soit fabriqué à proximité de nos agences, qu'il y ait de moins en moins de trajets, que les soins thanatopraxie ne se fassent pas, parce que les soins sont polluants pour les terres. Et on en parlera dans quelques instants. Exactement. Avec Lise Riget, qui est journaliste au sein de la rédaction de France 3 Auvergne-Rhône-Alpes, va développer les nombreuses conséquences justement qu'ont les funérailles sur l'environnement. C'est assez surprenant. Il y aura quelques chiffres aussi qu'elle transmettra pour que l'on puisse être plus éclairé sur ce sujet. Par ailleurs, vous êtes sensible, toujours au sein de ce pôle funéraire, à la cause LGBT+. Quelles actions vous faites en faveur de cette communauté ? Alors aujourd'hui, c'est plutôt personnel, parce que moi-même, vivant en couple, couple gay, je m'interroge de savoir qui va s'occuper de moi. Comment ça se passe ? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on a des pompes funèbres qui sont en mesure de proposer un programme pour les LGBTQI. Oui, c'est-à-dire que par exemple, si on est homosexuel et qu'on n'a plus de famille, il est difficile en fait d'avoir une prise en charge globale. Et donc vous aimeriez que ce soit plus inclusif et mieux considéré par les pompes funèbres en général ? Oui, et puis qu'il y ait un soutien réel aussi du gouvernement, parce que les pompes funèbres ne font pas ce qu'elles veulent. Malheureusement, il y a le gouvernement au-dessus. Et, il y a la loi, c'est une activité qui est très encadrée d'ailleurs. Dans les grandes lignes, justement, que dit la loi sur les types de funérailles autorisées en France ? Alors aujourd'hui, pour procéder à un transport de corps lorsque le décès est survenu, on a 48 heures pour transporter le corps d'un point du lieu de décès jusqu'à la chambre funéraire. On a 6 jours pour organiser des funérailles. Au-delà des 6 jours, on est obligé de demander une dérogation auprès de la préfecture. Par exemple, pour les soins, ça on verra peut-être avec votre rubriqueuse. Là aussi, il y a un certain délai à respecter. C'est très réglementaire et il faut impérativement qu'on respecte cette procédure. Et puis, ne serait-ce que par respect pour le défunt. Un défunt qui reste plus de 6 jours, c'est pas du tout agréable pour la famille et encore moins pour l'état physique du défunt. Très bien. On va passer maintenant à votre parcours plus personnel, parce que vous le disiez tout à l'heure, vous êtes aussi dans l'événementiel. Vous êtes le créateur de Radio FMR 89.2. Ça s'écoute donc en radio locale qui est diffusée à Rumilly, Annecy et Aix-les-Bains. Vous animez une émission qui s'appelle Power Dance, c'est tous les samedis soirs de 19h à 21h. C'est quand même une radio assez ancienne qui a été créée en 2001. Quel est le lien entre votre métier qu'on présente depuis tout à l'heure de conseiller funéraire et animateur radio, parce que ces deux activités peuvent paraître diamétralement opposées. Exactement. Alors, c'est paradoxal. En effet, pour mon équilibre mental, j'ai besoin d'aller faire du spectacle, j'ai besoin d'aller faire de la radio, j'ai besoin d'aller m'exprimer envers les auditeurs qui m'écoutent et d'apporter de l'information. Donc effectivement, moi, dans mon émission sur Radio Éphémère, le Power Dance, c'est d'apporter de la nouveauté en termes de dance, clubbing, électro,
Mais j'ai pas envie de faire de la radio comme tout le monde le fait, formaté, tu parles à tel moment, telle seconde. Parce que vous êtes déjà dans un métier très formaté. Voilà, Dans ces exactement. itinéraires, vous venez de le dire, il y a beaucoup de règles à respecter. Et là, j'ai envie d'apporter du naturel, j'ai envie d'apporter de l'amour, parce qu'avec l'amour, c'est extra, les auditeurs s'y retrouvent. Si on parle le même jargon, on parle pareil, c'est ce qui fait que ça va fonctionner. Et les auditeurs s'y retrouvent, puisqu'ils sont de plus en plus nombreux chaque samedi soir à m'écouter de 19h à 21h. Voilà, c'est une radio qui a maintenant beaucoup d'années, comme je disais, depuis 2001. Vous êtes vraiment le fondateur de cette radio. Pourquoi vous n'avez pas fait le choix, finalement, de vous consacrer uniquement à cette activité d'animateur radio ? Alors aujourd'hui, comme vous le savez, c'est pas toujours facile d'avoir son ticket d'entrée dans les autres radios. J'ai travaillé pour une radio lyonnaise. Quand j'ai monté ma radio, forcément, mes anciens employeurs n'ont pas forcément apprécié, mais c'était un choix. J'ai fait le choix de réaliser un de mes rêves et de faire de la radio bénévolement, parce que je ne gagne pas ma vie, pour être très, très sincère avec vous. En revanche, si je n'aurais pas réalisé mon rêve et que je serais resté chez mon employeur lyonnais aujourd'hui, est-ce que j'aurais fait de la radio? Est-ce que je me serais éclaté? Pas garanti. Voilà, parfois, il faut accepter les multicasquettes et toutes les activités qui se présentent à nous. Il y a d'autres animateurs radio qui sont à vos côtés sur cette radio locale. Vous avez aussi donné la chance à d'autres talents de pouvoir s'exprimer. Exactement. On a des DJ qui ont démarré entre guillemets dans leur chambre et que j'aurais proposé de venir nous rejoindre à chaque saison estivale. Donc ça, c'est venu mixer plusieurs fois en studio. Et c'est avec mon ami Jean-Charles Viancin que je salue, avec qui j'ai passé toute mon enfance au collège, et on a monté cette radio ensemble. Très bien, on dans va le but continuer. D'aider les autres. Oui, et ben vous aimez aider les autres, vous aimez partager votre expérience. On va continuer d'en savoir un peu plus sur vous avec l'envers du décor. C'est parti. Dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move. Et puisque vous êtes un homme du cru, vous le disiez tout à l'heure, première question à chaque fois dans cette séquence, afin de savoir quel est le lieu dans lequel vous vous sentez bien, où vous aimez vous ressourcer dans la région. Alors moi, c'est le plateau d'Assy. Le plateau d'Assy qui se trouve sur les hauteurs de Chamonix. Voilà, Pourquoi vous l'aimez? Parce que je passais déjà mes vacances avec mes parents là-bas. Donc il y a un petit peu le côté nostalgique. Et puis en plus, c'est très ressourçant. Je faisais des randonnées. On y va encore assez souvent avec mon conjoint. Et c'est un bonheur. Quand on redescend sur Lyon, on n'a plus le même bol d'oxygène. Puisque vous parlez de Lyon, à l'exception de l'oxygène et de l'atmosphère dans la ville, comment vous qualifiez votre lieu de vie aujourd'hui? Alors moi aujourd'hui, je vis dans le Nord-Drôme. À Saint-Rambert-d'Albon exactement, loin de la pollution, loin du bruit. Et ça me permet d'avoir un équilibre mental et de me sentir bien et de respecter mes valeurs, parce que les valeurs en ville sont un petit peu différentes à la campagne. Quelle est la première chose que vous faites le matin là où vous vivez? Alors quand je me lève le matin, déjà il est 6h, j'allume mon téléphone portable, ça c'est numéro 1. Comme beaucoup de gens maintenant. Comme beaucoup de gens, exactement. Et je check un petit peu mes mails, mes réseaux sociaux, tout en écoutant l'actualité pendant 30 minutes à la télévision, autour d'un déjeuner. Et puis après, lors de la préparation, là, je mets de la musique, parce que j'aime bien, moi, la musique. Oui, vous aimez la musique, on verra ça dans quelques instants. Mais avant cela, est-ce qu'il y a d'autres fantaisies que vous vous autorisez dans votre vie? Alors moi, déjà, je m'interdis rien. Je m'interdis rien parce que j'ai envie de vivre, et on n'a qu'une seule vie. Et les choses que je m'autorise, c'est par exemple de temps en temps d'aller me promener à Lyon, d'aller visiter des choses insolites. C'est également les restaurants, ça c'est mon péché mignon. Comme très beaucoup, gourmand. à Lyon, cité de la gastronomie, on ne peut pas faire Exactement. autrement que d'apprécier les nombreux restaurants de qualité qui sont proposés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait rêver aujourd'hui? Alors il y a beaucoup de choses qui me font rêver. J'ai déjà réalisé beaucoup de mes rêves, et je vais encore en réaliser d'autres, ça c'est certain. Déjà à l'heure actuelle où on se parle, je réalise un rêve. D'accord, de passer dans j'aime les médias, exactement. C'est formidable, tout à fait. Alors on parlait de musique il y a quelques instants. Est-ce qu'il y a une musique qui vous met de bonne humeur, que vous écoutez absolument lorsque vous avez un petit peu le moral dans les chaussettes? Alors j'ai plusieurs styles de musique. C'est vrai que moi je suis très dance, deep house, comme on a pu l'évoquer un peu avant. Je vais assumer pleinement mes convictions. J'aime beaucoup Patrick Sébastien. Patrick Sébastien. Grande figure du service public, évidemment, pendant de nombreuses années. Tout à fait, tout à fait. Et Patrick Sébastien, si vous voulez, c'est de la musique, c'est du texte. Et contrairement à ce qu'on peut croire, quand vous écoutez un peu les paroles, ça a du sens. Surtout dans la vie grise qu'on vit en ce moment, dans notre période, ça égaye. Et les paroles, c'est « ça durera ce que ça durera ».
faut qu'on arrête de nous foutre la trouille, il faut qu'on arrête de nous casser les couilles. Voilà. Merci pour cette belle conclusion. Est-ce qu'il y a un livre qui vous a touché? Alors, je vais être honnête avec toi, je lis pas beaucoup. J'aime pas trop lire du fait, tout simplement, parce que quand je vois l'épaisseur des livres, ça me décourage. Puis il faut être calé, il faut prendre le temps. Alors c'est vrai que... Vous n'avez pas beaucoup de temps avec Non, j'ai pas beaucoup de temps. Et vos passions par ailleurs. Et avec mes passions... Bon, j'ai quand même un livre qui me fait plaisir et qui me tient à cœur, c'est le livre « Noir n'est pas un métier ». Voilà, de quoi parle-t-il? Alors donc c'est un regroupement de témoignages d'artistes françaises qui a été victime de racisme. Et en France, ce livre soulève les problèmes d'égalité. Voilà. Et moi-même, par mon nom, j'ai été victime de racisme dans le passé. Et c'est pour ça que ça me tient beaucoup à cœur. C'est-à-dire M. Tanios, votre nom, en fait, oui. On l'associait beaucoup. L'objet oui, tout à fait. D'accord. Pour quelle raison? Parce que ça faisait un peu une connotation étrangère. Et là où je vivais, en campagne, en Haute-Savoie, entre autres, on m'a carrément dit, t'es pas noir pour porter ce nom. D'accord. Voilà, Quelle est la... ouais. Chacun a sa vision, on va Exactement. dire, de la signification d'un nom. Est-ce qu'il y a une photo qui provoque encore aujourd'hui une émotion forte lorsque vous la voyez? Maman. Ouais. Maman, qui est donc décédée le 18 avril 2018. Donc c'est un peu une synchronicité, elle est magnifique. Et on a travaillé de nombreuses années ensemble à animer le morning de ma radio à l'époque. Ah, c'est-à-dire qu'elle participait à vos côtés, oui. à vos émissions radio. Je fais travailler la famille, moi. Oui. Au moins, c'est convivial. Exactement. Et je sais que maman, c'était très fusionnel, et ça l'est encore, parce que je sens qu'elle est toujours un petit peu à côté de moi, sur mon épaule. Vous la trouvez formidable. Est-ce qu'il y a encore une autre personne dans votre entourage que vous trouvez aussi formidable? Oui, mon conjoint, Salvatore. Ça m'émue. Parce que c'est une personne qui m'a suivi dans tout ce que je fais, dans mon parcours, qui m'a encouragé à me battre pour ma radio. Et en italien, Salvatore, parce que Salvatore est italien, ça veut dire sauveur. Donc quelque part, oui, il m'a sauvé de pas mal de choses. Voilà. Et vous lui rendez bien ce matin en le présentant, en assumant aussi votre homosexualité à travers cette photo, pour rappeler que c'est une normalité beaucoup plus qu'on ne le croit. Merci David pour cette confidence. Est-ce qu'il y a une spécialité gastronomique locale que vous aimez dans la région? Les Joe. Les quoi? Les Joe de Savoie. Les Joe de Savoie. Alors, Joe au vin blanc. Moi, c'est pas ce que je vous propose ce matin. C'est plutôt, vous allez voir, la châtaigne et la myrtille qui sont les stars de Méras en Ardèche. Et c'est Karine Tessandier qu'on retrouve chaque samedi à 11h15 sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes qui nous présente ce village. Gourmandise pour les yeux avec ces magnifiques fresques, mais aussi du palais avec les châtaignes, les myrtilles qui appartiennent à l'histoire de ce territoire, vous allez voir. Par rapport au classement village de caractère, on avait décidé de se différencier des autres villages en créant des fresques, donc des peintures murales qui relatent la vie dans le village de Méras dans les années 1920-1930. Donc, et la particularité, en étant assis ici, c'est qu'on peut découvrir la fresque où ma grand-mère est reproduite dessus, qui est derrière la fenêtre. Elle est intriguée par qui frappe à la porte. Eh bien, c'était son mari qui était le facteur. Il y a toujours un lien dans tout ce que je raconte lié à ma famille. C'est quoi là, Dédé? C'est quoi là? Ça, c'est l'activité typiquement cévenole qu'on appelle le pisage des châtaignes. Ici, on est au cœur de la châtaigneraie. La châtaigne, c'est un des deux fruits emblématiques de l'Ardèche avec la myrtille. Et on allait faire cette activité dans la châtaigneraie, derrière ce bâtiment qui est dessiné, là, qu'on appelait une clède, qui était un séchoir à châtaigne. Le fonctionnement était très simple. Derrière cette porte entrouverte, au premier étage, on va dire, c'était simplement un plancher en grillage. Et on allait étaler 40 à 50 cm de châtaigne. Et dessous, derrière la porte, on allait faire un feu étouffé avec les bogues, les feuilles vertes, de façon à ce que c'est que la fumée qui allait passer à travers les châtaignes. Mais il fallait que tous les soirs, on aille avec une raclette retourner les châtaignes. Alors ici, ils étaient un peu feignants parce qu'ils ne mettaient rien dessus.
Mais certains secteurs, ils rajoutaient des genêts par-dessus pour que la fumée reste bien. Ah oui. Et l'autre particularité, une chose qu'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, tous les hommes étaient coiffés. Du moins pas chez le coiffeur. Ils avaient tous chapeau, béret, casquette et ainsi de suite. Et si vous me dites, celui-là, il n'a pas de béret, j'ai dit, c'est qu'il y a eu un grand coup de vent il y a cette nuit et le béret s'est envolé. Bon, mais écoute, après cette journée de promenade, on va quand même finir l'après-midi donc en dégustant un petit peu les produits du terroir, de la confiture de châtaigne, mais surtout de la confiture de myrtille. Alors, la myrtille a une particularité, c'est que pendant la guerre 39-45, l'armée venait prendre des myrtilles en Ardèche pour faire manger des myrtilles aux pilotes d'avion. Parce que ça améliore la vue, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai pas de lunettes. Ouais. En tout cas, moi, ça me donne envie d'avoir une tarte aux myrtilles ou de préparer au four quelques bonnes châtaignes. Hein, voilà. L'environnement nous offre de belles choses et c'est ce dont on va parler maintenant. Lise, comme chaque vendredi, vous êtes à nos côtés, grande spécialiste de l'environnement sur France 3 Auvergne-Rhône-Alpes. On va aller plus loin sur les conséquences environnementales, vous l'avez dit très succinctement tout à l'heure, des funérailles. Et oui, déjà, il faut savoir que 675 122 personnes sont décédées dans notre pays en 2022. Alors, 45% des Français organisent leurs obsèques à l'avance. Et c'est vrai que quand on pense à la mort et à notre départ de ce bas monde, la notion de notre empreinte carbone n'est pas forcément la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de s'y pencher. Et moi, j'ai eu plaisir à le faire en préparant cette chronique. Alors, si on en croit une étude des services funéraires de la ville de Paris qui a été publiée il y a déjà quelques années maintenant, eh bien, une inhumation aurait le même impact environnemental qu'un aller-retour de Paris à New York en avion. Donc c'est quand même pas mal. Ça représenterait environ 830 kg de CO2. En France, l'inhumation, c'est-à-dire la mise en terre du corps dans un cercueil, reste encore le mode de funérailles qui est le plus répandu. Le choix est souvent fait évidemment en fonction du rite religieux, du choix du défunt et de sa famille. Mais la crémation, donc quand on brûle le corps pour le réduire en cendres, gagne du terrain. Aujourd'hui, il y a 40% des Français qui se font incinérer. Il faut savoir aussi que l'inhumation, elle reste plus polluante. Elle produirait 11% des émissions de carbone, contre 3% pour la crémation. Et puis, selon l'Association française d'information funéraire, l'AFIF, le corps humain accumulerait aussi des métaux lourds et polluerait les sols et l'air. Alors, ces rejets liés aux inhumations, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, seraient entre autres causés par le formol, entre 6 et 10 litres en moyenne, que l'on injecte dans le corps pour la thanatopraxie. Je prononce bien. Voilà, cette fameuse technique d'embaumement qui est réalisée au moment du décès. Et puis, bien qu'il y ait des filtres dans les crématoriums, la réduction en cendres d'un corps formolé rejette aussi des dioxines dans l'air et donc pollue également. Alors, je précise quand même que ces soins de conservation ne sont pas obligatoires. Ils sont pratiqués dans 45% des décès aujourd'hui en France. Mais il y a aussi le mercure qui est en cause. Ça aussi, vous en entendez parler. Tout à fait. Oui, exactement. On en trouve dans les plombages quand on a une carie dentaire. Ce n'est pas votre cas, Jérémy, parce que vous avez une dentition parfaite. Mais moi, par exemple, qui ai mangé beaucoup de bonbons, voilà, problème, c'est que ces plombages, ils sont composés pour moitié de mercure, qui est un élément vraiment hautement toxique. Et en cas de crémation, eh bien, ce mercure, il se voit donc incinéré. Lui aussi, il est non filtré à ce moment-là. Oui. Et on imagine bien qu'à plus de 400 degrés, eh bien, le mercure, il devient gazeux. Et là, il va retomber en fines particules et fines gouttelettes dans l'air. Et donc, ça va polluer. Alors, pour une inhumation, le problème de la pollution, que ce soit au formol ou alors au mercure, reste le même. Mais il se fera quand même un petit peu plus lentement au moment... Voilà, en tout cas... En fait, en résumé, il ne faut pas habiter à côté d'un cimetière. Voilà. Il y a une réglementation à ce sujet-là. On ne construit pas un cimetière autour des habitations. Voilà, c'est vrai qu'en Espagne, les services funéraires, ils enlèvent les amalgames dentaires, mais ce n'est pas le cas chez nous, en France. Non. C'est interdit. Tout à fait. On ne fait pas ce genre de choses. Absolument, ça ne se fait pas. Et quels sont les autres matériaux qui ont un impact sur l'environnement, Lise ? Alors, il y a tout ce qui concerne les vernis qui recouvrent effectivement les cercueils. Et puis aussi l'impact carbone des pierres tombales. Elles sont souvent en pierre ou en granit. C'est souvent des matériaux qui proviennent de Chine. Il faut bien les transporter jusque chez nous. Mais
tout de même, hein, la tendance quand même aujourd'hui semble sur la voie plus écologique. Puis il y a de plus en plus de familles, vous le constatez vous aussi, qui souhaitent quand même des funérailles moins polluantes. Mais c'est vrai que le marché est en pleine reconversion, c'est ce que vous disiez très rapidement tout à l'heure. Il y a quand même des alternatives à la crémation. Oui, hein, c'est vrai qu'on fait aujourd'hui des cercueils en carton issus de filières biologiques, avec du bois brut, etc. En osier aussi, apparemment. En osier aussi, apparemment. Oui, voilà, exactement. En osier. Oui, c'est ça. Il y a quand même certains pays qui vont même encore plus loin. Alors la Suède, notamment, avec la résomation. Ça, c'est le défunt qui est plongé dans de l'azote liquide et refroidi à moins 196 degrés. C'est précis. C'est très précis. Le corps va devenir friable et est ensuite détruit en particules fines, puis tamisé. Donc pas de rejet de vapeur de mercure dans l'atmosphère. Il y a également l'aquamation. Alors ça consiste à immerger le corps dans un caisson qui est rempli d'une solution alcaline, puis mis sous pression et ensuite chauffé à 160 degrés. Alors ça va dissoudre complètement les tissus corporels. Et il paraît que c'est un très vieux procédé qui a été inventé en 1880 et qui utilise 10 fois moins d'énergie qu'une crémation. On l'utilise surtout en Australie, en Angleterre, au Canada, en Afrique du Sud et également dans certains États des USA. Et puis enfin, il y a l'humusation, là qui exclut toute mise en cercueil. C'est ça, un processus de transformation du corps par les micro-organismes dans un compost avec des broyats de bois d'élagage. C'est une forme, quelque part, de compostage humain. Oui, hein. Voilà, ça, il y a aussi certains pays qui le pratiquent. Évidemment, ces 3 techniques ne sont pas proposées par nos sociétés de pompes funèbres en France, car la mise en cercueil, vous n'allez pas me dire le contraire, est une obligation légale, hein, c'est ça, et seule l'inhumation et la crémation sont autorisées. Voilà, on est incollable maintenant sur le sujet. Merci David, merci beaucoup. Merci de m'avoir C'est passionnant, on ira un peu plus loin encore sur ce sujet, ça nous intéresse. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve lundi, évidemment, pour vous être formidable. D'ici là, passez un excellent week-end. Soyez au rendez-vous à 10h30 lundi prochain. À très vite.